Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Est-ce qu'on franchit la ligne rouge? Est-ce que du côté du Daghestan comme du côté de Sébastopol, ce qui s'est passé samedi et dimanche, on annonce depuis déjà des semaines, avec effectivement la montée des tensions, les menaces, l'évocation de frappes nucléaires, même à basse intensité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On en parle tout de suite avec Jacques Beau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Vous avez reconnu Bob Dylan, Masters of War, les seigneurs de la guerre, seigneurs dans tous les sens du terme et dans toutes les orthographes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le sait, samedi, une attaque de missiles, pardon, pas une centaine, une attaque de missiles a fait 3 morts, dont 2 enfants, et près de 100 blessés. C'était sur la plage, en Sébastopol, en Crimée, de la plage. Et bien, comme vous le savez, péninsule qui était ukrainienne, qui a été annexée suite à un référendum par la Russie, eh bien, elle est assez souvent ciblée, mais là, effectivement, il y a eu une attaque en règle, et voilà, 3 morts, 100 blessés, et puis les drones ukrainiens aussi. Et de l'autre côté, on sait que des frappes russes, évidemment, alors là, très régulièrement aussi, on fait là, hier, 2 morts et 53 blessés hier à Kharkov, avec les frappes de tous les côtés, région de Belgorod pour les Ukrainiens, et au Daghestan, République russe du Daghestan, eh bien là aussi, ça monte à 19 morts. C'était hier, il y a eu effectivement des attaques d'un peu partout, et surtout démolition d'une synagogue, démolition d'une église orthodoxe. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Jacques Beau, vous êtes, je rappelle, ex-membre des renseignements et stratégiques suisses. Vous avez participé à des programmes pour le temps en Ukraine en 2014 et 2017, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et très très informés et très sourcés sur la guerre, sur la stratégie de Poutine, sur la guerre russe-Ukraine, aux éditions Max Milo. Il y en a, voilà, on va pas toutes les citer, mais on vous avait déjà reçu pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien? Est-ce que se passe quelque chose? Est-ce qu'un pas est franchi ou pas vraiment entre ce qui s'est passé à Sébastopol en Crimée, ce qui se passe au Daghestan, ou pas, à votre avis? Ou c'est encore la montée d'une tension qui existe depuis déjà des années? Alors, il faut serrer les problèmes. Donc, ce qui s'est passé à Sébastopol, c'est que 5 missiles tactiques du modèle ATACMS, donc des missiles américains, ont été tirés sur 3 plages qui entourent qui sont dans la baie de Sébastopol, si vous voulez. Oui. Et c'est ce qui a causé ces morts. Alors, là, on est dans quelque chose auquel on est relativement habitué, puisque les Ukrainiens semblent attirés par la Crimée en matière de possibilités d'attaque. Ils attaquent régulièrement la Crimée. On se demande d'ailleurs pourquoi. Il y a une sorte de fixation autour de la Crimée. Ils attaquent surtout des objectifs civils, et c'est un territoire qu'ils voudraient libérer. Oui. Par conséquent, on est un peu surpris de voir qu'ils tirent sur des civils d'un territoire qu'ils voudraient libérer. Oui. Ça va, à mon avis, un petit peu à contresens. Mais ça, on a déjà vu. On l'a peut-être pas vu avec cette intensité, parce que ce qui s'est passé, c'est que ces 5 missiles, ils ont donc été interceptés par les Russes, Oui. mais un des missiles, durant l'interception, a lâché sa charge, si vous voulez, qui sont des sous-munitions. Des sous-munitions antipersonnelles. Qu'est-ce que veut dire des sous-munitions, Jacques Beau? Alors, c'est ce qu'on appelle des bomblettes. C'est-à-dire que le missile n'a pas une charge explosive, mais il transporte une multitude de petites charges explosives, donc autant des petits missiles, si vous voulez, qui tombent sur le sol et qui ont une vocation antipersonnelle. Et en général, on utilise ça. Les Américains avaient fourni ça aux Ukrainiens dans le but d'arrêter une éventuelle attaque russe. C'est à ça que servent ce type de munitions. Donc on attaque l'infanterie qui nous attaque, si vous voulez. Oui, d'accord. Là, l'utiliser contre des civils est un peu... des Américains avaient d'ailleurs assuré, lorsqu'ils avaient fourni les attaques à l'Ukraine, ils avaient assuré que les Ukrainiens leur avaient garanti de ne pas les utiliser contre des civils. Mais apparemment, c'est faux. Donc,
là, il y a une question déjà de la manière dont on utilise ce type d'arme pour ce type de cible, si vous voulez. C'est ça, Parce oui. que là, il y a pas de, il y a la volonté de détruire des personnes. Donc ça, c'est un problème. Juste, Jacques Beau, une question là-dessus. Est-ce que ces armes, donc fournies par les Américains, et ces missiles, sont pilotés par les Ukrainiens, entraînés, mais pas par les Américains? Alors, on ne sait pas exactement. Il y a probablement des conseillers américains qui sont là pour la manipulation et la mise en œuvre des missiles, c'est-à-dire les mettre sur les lanceurs. Donc, faut se représenter. Ces missiles peuvent être tirés sur les mêmes lanceurs que les lanceurs de HIMARS, ces fameux missiles tactiques ou roquettes tactiques qu'on a. Et c'est des modules, c'est des conteneurs modulaires qu'il faut mettre sur ces lanceurs, et ça demande une certaine expertise. Et il y a certainement des conseillers militaires américains ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays qui font des attaques, donc pas des attaques, mais des lanceurs, et par conséquent, il pourrait y avoir d'autres conseillers occidentaux qui soient là. Mais ça ne veut pas dire que ce soit eux qui ciblent nécessairement les civils. Et quand les Russes annoncent, la Russe annonce qu'il va y avoir une réponse, c'est dans l'ordre des choses ou le désordre des choses. Tout à fait. Oui, ça fait partie. Disons que les attaques sur les civils, elles sont courantes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes s'étaient fâchés lorsque les Occidentaux avaient autorisé les Ukrainiens à tirer dans la profondeur du territoire russe, puisque, a priori, lorsqu'on sort du territoire ukrainien, on tombe dans le domaine de cibles ou d'objectifs civils. C'est ça, bien sûr. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Belgorod, etc., de nombreuses reprises. Les Ukrainiens n'ont pas attaqué d'objectifs militaires à Belgorod, mais uniquement des objectifs civils. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'autres objectifs qu'ils ont attaqués de l'autre côté de la frontière ukrainienne. D'accord. Donc, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Oui. Et vous voulez dire, ce n'est pas, il n'y a pas de franchissement de ligne rouge, c'est la continuation un peu de ce qui se passe depuis quelques mois, voire quelques années. C'est la continuation prévisible, pourrait-on dire, parce que du côté russe, ils savaient très bien que on allait arriver à une situation comme celle-là. Ce qui est surprenant, c'est que les Occidentaux n'aient pas pris les mesures nécessaires, parce que on savait très bien que ça allait, les missiles attaques allaient être utilisés contre des missiles, des objectifs civils. Pour une bonne et simple raison d'ailleurs, c'est que ces missiles, ils ont une portée de 300 km, grosso modo. Et ils ne peuvent tirer que depuis une zone, une zone sûre, si vous voulez, donc être à l'abri de l'artillerie russe. Donc ils tirent depuis en maximum 50 km de la frontière ukrainienne, ce qui veut dire que leur profondeur en Russie est de l'ordre de 250 km au maximum. Donc ils ne peuvent pas atteindre les postes de commandement russes. Les postes de commandement qui pourraient diriger des opérations ou des choses comme ça, ils ne peuvent pas vraiment diriger ils peuvent pas toucher des objectifs beaucoup plus loin, bien sûr. Opératifs qui seraient beaucoup plus loin, exactement. Donc ils peuvent toucher que des objectifs civils. Et c'est la raison pour laquelle les Russes s'étaient fâchés, avaient mis une ligne rouge sur l'usage de ces armes au-delà de la frontière, tout étant, je pense que les Russes ont quand même reconnu, parce que ça fait longtemps que les Ukrainiens frappent la Crimée et la zone frontalière de la Russie. Les Russes ont compris que la zone qui est immédiatement proche de la frontière, il est un peu logique qu'il y ait des combats là. Mais au-delà d'une certaine distance, les Russes considèrent qu'on est dans une ligne rouge. Et d'ailleurs, les Américains avaient perçu ça, puisque dans un premier temps, ils avaient enjoint aux Ukrainiens de ne pas utiliser les attaques dans la profondeur du territoire russe. Apparemment, ils ont levé cette interdiction, mais ça montre que les Occidentaux sont un petit peu désespérés. On n'arrive pas très bien à monter, si vous voulez, à escalader de manière à essayer de donner un avantage à l'Ukraine. On a vu ce que donnait la contre-offensive, la fameuse contre-offensive, il y a quelques mois. On en avait parlé ensemble. Alors justement, Jacques Beau, par rapport le Daghestan, ça n'a rien à voir, c'est ce qui s'est passé au Daghestan. Alors, ça n'a probablement... Oui et non, parce qu'en réalité, lorsqu'on lit, j'avais déjà cité d'ailleurs sur votre chaîne au tout début de l'opération militaire spéciale, ce rapport de la Rand Corporation de avril 2019 qui prévoyait un certain nombre de mesures pour affaiblir la Russie, parmi lesquelles ce qu'on a observé depuis 2 ans, et puis ce qu'on a observé mais de manière un peu sporadique, c'est-à-dire l'augmentation de la tension en Asie centrale.
Ouais. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec le Daghestan. Et ça s'inscrit exactement dans un scénario, parce que vous parlez du Daghestan, mais en réalité, il y a eu 2 attaques terroristes au Daghestan et simultanément 2 attaques terroristes en Abkhazie, c'est-à-dire de l'autre côté, si vous voulez, du côté géorgien. Et ce qui montre qu'on a une forme de coordination qui est faite là, et qui va un peu au-delà de ce qu'on pourrait attendre. D'ailleurs, le Daghestan est un territoire qui est relativement calme depuis de nombreuses années. Ouais. La rébellion islamiste, parce que je rappelle que là, les soviétiques dans un premier temps, les Russes dans un second, ont combattu une révolte islamiste. Islamiste, absolument, absolument. Et donc aujourd'hui, ça avait été relativement bien géré. On se rappelle d'ailleurs la participation de milices tchétchènes, tout à fait, de Kadyrov la guerre nationale de Kadyrov, exactement, en Ukraine. Donc il semblait que le problème ait été réglé, mais apparemment il y aurait des mercenaires islamistes qui auraient été d'une certaine manière envoyés dans le sud de la Russie pour mener des attentats terroristes. Ouais. Donc on est dans quelque chose qui semble, à ce stade, on peut pas encore tirer de conclusion définitive, bien entendu, mais ça pourrait être quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie concertée, qui fait partie d'une stratégie que j'avais déjà évoquée. Donc il y avait 6 points dans cette stratégie, je ne l'ai plus exactement en tête, mais grosso modo c'est tout ce qu'on a vu, y compris d'ailleurs l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout ça faisait partie de cette stratégie. Donc on a vu ça se dérouler sous nos yeux. Donc on peut dire qu'il y a non pas une coordination peut-être, mais enfin voilà, ça fait partie d'un plan plus ou moins. Disons que il y a beaucoup d'indications qu'on soit dans le cadre d'une forme de plan et dans quelque chose qui vise à monter un petit peu le niveau contre la Russie, puisque maintenant, eh bien, on a vu après la conférence de Bürgenstock en Suisse l'échec complet de la conférence, bien entendu. En plus, la Russie n'était pas invitée. Enfin, on veut faire la paix sans un des interlocuteurs. Ouais. C'était totalement absurde, mais cette conférence avait en réalité pour objectif d'asseoir la légitimité de Zelensky dans le monde. C'était vraiment l'objectif de Zelensky. Et il n'y est même pas parvenu, puisque on a déjà pas la totalité des pays membres ou des pays participants qui ont signé la déclaration finale, et que finalement on n'a que 78 signataires ou 76. Maintenant, j'ai plus exactement le chiffre de participants qui ont signé. Donc c'est à comparer avec les 140 membres des Nations Unies qui, en février ou mars 2022, avaient condamné la Russie pour son agression. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a plus que 78 pays, dont aucun pays influent, aucun pays qui aurait pu influencer la Russie n'a signé la déclaration finale de Bürgenstock. Donc en fait, juste Jacques Beau, on a l'impression que, vous dites, on ne sait pas si c'est désespéré ou pas, mais on essaye peut-être effectivement de faire des foyers un peu partout à l'intérieur de la Russie, et pour voir ce que ça peut donner. Enfin, c'est à suivre, on ne sait pas. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une tentative, on constate que tout a échoué, et puis on est dans des... Et c'est ces moments qui sont les plus dangereux, parce qu'on constate que tout le monde est un peu... Et surtout les Occidentaux sont aux abois, parce que, quoi qu'on en dise, l'avantage reste aux Russes. Eux, ils n'ont pas des avances fulgurantes sur le terrain. Et ça fait dire à certains experts occidentaux que les Russes ont de la difficulté. Alors, je veux pas dire qu'ils ont de la facilité, ça c'est pas ce qu'on va dire. En revanche, les Russes ne veulent pas avancer parce qu'ils veulent pas exposer leurs troupes non plus. Et ça a été clairement dit. On le voit d'ailleurs dans les chiffres qu'on a de l'opposition russe. On voit qu'il y a très peu de morts russes. Disons, ils ont plus le temps que les Ukrainiens aujourd'hui. On peut le dire. Ils ont plus le temps. Aujourd'hui, je dirais même que ils n'ont pas besoin de prendre l'ensemble du territoire. Ils n'ont pas envie. Bien sûr. Prendre l'ensemble de l'Ukraine, c'est presque un cadeau empoisonné, surtout la partie occidentale de l'Ukraine. Même si aujourd'hui, les statistiques, ou plutôt les sondages qui ont été faits en Ukraine, montrent que de plus en plus d'Ukrainiens, y compris de la partie occidentale, et ça c'est important, de la partie occidentale souhaiteraient avoir un accord avec la Russie.
Donc, on voit que la politique menée par le gouvernement de Zelensky est en train de perdre pied. Zelensky, lui, perd pied aussi. Si on lit attentivement la presse américaine, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus critiqué dans tous les sens. La politique américaine, il y a eu récemment d'ailleurs un article du New York Times sur les mesures antidémocratiques du gouvernement Zelensky. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant, d'autant plus qu'il mentionne des événements qu'on connaissait déjà depuis 2 ans. Bien Donc sûr. on voit qu'aujourd'hui, je veux pas dire qu'on est en train de balancer Zelensky par-dessus bord. Je pense pas que ce soit, on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais quand même, on y pense. Mais Jacques Beau, pense à changer de direction. Tout à fait. Et je vous rappellerai à ce moment-là, on va quand même regarder, je suis sûr que vous allez regarder, nous aussi, le débat Biden-Trump dans 3 jours. Parce qu'à mon avis, l'Ukraine ne sera pas absente de ce débat. Probablement, et ceci explique cela. D'ailleurs, les Américains, ou plutôt l'administration Biden aujourd'hui, constate que l'Ukraine est un échec. D'ailleurs, depuis novembre 2022, les Américains constatent que c'est un échec, et ils veulent pas que cet échec s'accentue au point de devenir un boulet supplémentaire, devrait-on dire, pour Biden lors de cette élection. Merci beaucoup, Jacques Beau. Merci de vos éclaircissements. Merci Jacques Beau d'avoir été avec nous, et on rappelle votre livre, L'art de la guerre russe, aux éditions Max Milo. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour les perles de cette campagne législative. André Berkoff fait le bilan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André